Vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les Premiers Présidents, je suis très sensible à l'invitation que vous m'avez adressée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel y est très sensible. Je vais, comme vous m'y invitez, vous indiquer comment le CSA a répondu depuis un certain nombre d'années, en renforçant les dispositifs plus récemment, à cette question de la prévention des conflits d'intérêts. Et l'expérience montre qu'il dispose aujourd'hui d'un système de prévention qui est, à mes yeux, tout à fait efficace. Donc je ne parlerai que du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il se trouve que dans le passé, j'ai présidé une autre autorité administrative indépendante qui était le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui est devenu aujourd'hui l'Agence française de lutte contre le dopage, et où des questions un peu du même type auraient pu se poser. Je ne suis pas resté suffisamment longtemps, je ne suis resté que 4 ans pour qu'elle se pose de manière effective, mais ça m'a inspiré aussi quelques réflexions compte tenu de la composition du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et aujourd'hui d'ailleurs du Conseil de l'Agence française de lutte contre le dopage. Je vais, si vous me le permettez, m'inspirer d'un texte écrit. C'est assez exceptionnel, mais pour ce qui me concerne, mais parce que la matière est quand même un peu compliquée, je ne voudrais pas dire trop d'approximations et peut-être même trop de bêtises. Donc les règles relatives au conflit d'intérêts, elles sont un peu à la rencontre du droit et de la morale, et pourtant tout l'enjeu, et je pense que c'est celui qui inspire les travaux de la Commission, est de donner des fondements juridiques solides à des appréciations qui, avec le temps, ont évolué. C'est qu'elles ont dépassé le seul conflit d'intérêts fonctionnel pour aller vers des notions plus complexes à appréhender de conflits d'intérêts personnels, de conflits personnels d'intérêts. Et de la même façon, nous sommes passés d'une vision en termes de répression à une vision de prévention et d'une gestion interne à un principe, je dirais même à une obligation de transparence. Ce mouvement se poursuit, il doit toujours conserver son assise juridique à une époque où le soupçon se généralise, pour laisser le moins de place possible aux appréciations subjectives et à la pression médiatique. Et il doit aussi tenir compte des problématiques de mobilité professionnelle des agents publics. Donc, comme vous m'y avez invité, je vais exposer les modalités selon lesquelles le législateur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même ont établi un ensemble de dispositions pour prévenir les conflits d'intérêts. Je commencerai par les membres du Conseil lui-même, c'est-à-dire les membres du collège. Les règles qui sont applicables aux membres du Conseil, c'est-à-dire aux 9 personnes qui constituent le collège du CSA, proviennent à la fois de la loi et d'un code de déontologie interne. Je le rappelle, le CSA est qualifié par la loi d'autorité administrative indépendante, et cette indépendance à l'égard des pouvoirs politiques aussi bien que des acteurs économiques se traduit pour les membres du Conseil par des obligations particulières, issues de celles qui sont appliquées à tous les agents publics, puisque les membres du Conseil, pendant la durée de leur mandat, sont des agents publics, quelle que soit leur profession d'origine. Ces règles sont adaptées aux missions spécifiques de l'institution et elles sont nécessaires à son autorité. Donc tout ceci à la base est régi par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont l'article 4 assure aux membres du Conseil des garanties pour assurer leur indépendance personnelle, notamment par le caractère non renouvelable et non révocable du mandat, y compris pour des motifs de limidage. Puisque je le rappelle, la seule limidage qui existe dans ce domaine, elle est à l'entrée. Il faut avoir moins de 65 ans révolus pour être nommé membre du collège. La loi soumet les membres du Conseil, pour la durée de leur mandat et après l'expiration du mandat, à des obligations qui se traduisent pour l'essentiel par un régime d'incompatibilité et d'interdiction. Ce régime est issu naturellement de l'article 432-12 du Code pénal qui prohibe
le délit de prise illégale d'intérêt, mais aussi de l'article 5 de la loi de 1986, qui ajoute une interdiction particulière, je devrais même dire des interdictions particulières, d'exercer une activité ou de détenir des intérêts dans les secteurs qui sont proches du champ d'intervention du CSA. Et les règles sont précisées par un code de déontologie applicable aux membres du Conseil, que le Conseil a adopté le 4 février 2003 et qui a été naturellement rendu public. Alors, si la loi pose une définition du conflit d'intérêts avec des exigences très fortes de caractère fonctionnel, pour reprendre le mot que j'évoquais tout à l'heure, le code de déontologie du CSA va plus loin en abordant des questions telles que la transparence et les liens personnels, et en mettant en place ce que je n'hésiterai pas à appeler une véritable stratégie de prévention des conflits d'intérêts. Les garanties qui concernent les membres du Conseil sont nombreuses. D'abord, ça va un peu de soi, les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. L'article 5 de la loi de 1986, qui pose ce principe, a donc un champ d'application extrêmement large, même si le code de déontologie rappelle que tout membre du Conseil peut exercer des activités associatives bénévoles, qu'il peut donner un enseignement dès lors que cet enseignement n'est pas rémunéré, et qu'il lui est permis, comme à tout agent public, de percevoir des droits d'auteur au titre d'une activité littéraire, scientifique ou artistique. Ce sont les seules exceptions, elles sont donc très limitatives. Les membres du Conseil sont des membres à plein temps. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'en ai moi-même le temps. Des membres à plein temps qui sont subordonnés à des obligations qui sont très strictes et qui sont aussi facilement identifiables. Alors, par ailleurs, les membres sont soumis à des interdictions. Ils ne peuvent, je cite la loi, ni directement ni indirectement exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, bien sûr, ni détenir d'intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Et cette énumération de secteurs, cette définition en termes de secteurs est extrêmement large, puisqu'elle va assez sensiblement au-delà de ce qu'est le champ d'intervention normal du Conseil. Et c'est une définition qui concerne toutes les entreprises et toutes les formes de liens. Et comme le rappelle notre code de déontologie, l'article 5 de la loi de 1986 pose donc des interdictions beaucoup plus larges que celles de l'article 432-12 du Code pénal. Les secteurs interdits ne sont pas seulement ceux sur lesquels le CSA exerce sa compétence, et l'interdiction vaut même si le membre n'a pas pris part aux décisions. Ce qui est tout à fait normal, puisque la notion de collégialité ne permet pas de différencier, de distinguer la part prise par chacun des membres sur les dossiers et rend donc applicable à tous les mêmes règles. L'article 5 de la loi de 1986 ajoute que si un membre du Conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de 3 mois pour se mettre en conformité avec la loi. Tout manquement à ces obligations pourrait conduire le Conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, donc 6 sur 9, à déclarer démissionnaire d'office le membre concerné. Comme je l'indiquais tout à l'heure, ces règles sont également applicables à l'issue du mandat du conseiller. Pendant la première année qui suit la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil sont soumis aux mêmes restrictions que celles qui encourent pendant leur mandat, les mêmes pendant 1 an. Ils ne peuvent donc exercer aucune activité, je le répète, dans les secteurs de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Et ceci explique que les membres du Conseil issus du secteur privé, et eux seuls, puissent continuer à percevoir leur traitement pendant 1 an. C'est une garantie de leur indépendance. Et alors, passé le délai d'1 an, les membres, ou plus exactement les anciens membres du Conseil, sont soumis aux seules restrictions de droit commun des agents publics qui découlent du Code pénal.
Donc ça signifie que pendant la 2e et la 3e année qui suivent la cessation de leurs fonctions, toute participation par travail, par conseil ou par capitaux est prohibée dans toute entreprise privée ou publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et pour laquelle les anciens membres du Conseil ont exercé la surveillance ou le contrôle. Alors, au-delà de ce régime législatif, le Conseil a codifié une pratique lui permettant de prévenir au mieux les conflits d'intérêts. L'article 13 de notre règlement intérieur prévoit que dès son entrée en fonction, chaque conseiller signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a pris connaissance des obligations et interdictions le concernant, qu'il est en conformité avec celles-ci, avec ses obligations et ses interdictions, ou qu'il s'engage à le faire dans un délai de 3 mois. À chaque date anniversaire de son entrée en fonction, le conseiller renouvelle la déclaration sur l'honneur, certifiant qu'il est en conformité avec ces dispositions. Alors pourquoi ce renouvellement annuel ? C'est tout simplement parce que, par exemple, la détention de titres dans une entreprise peut résulter d'un mariage, d'une succession, d'un changement de stratégie d'une entreprise. Le code de déontologie, indépendamment de ce qui figure dans le règlement intérieur, le code de déontologie prévoit également une obligation de déport à la charge des conseillers. Je le cite, « Lorsqu'un membre du Conseil estime en conscience que ses activités professionnelles passées ou ses relations actuelles peuvent mettre en doute son impartialité, il ne participe ni au débat ni au vote. » Et le déport est assez souvent pratiqué par les conseillers. Il m'est d'ailleurs, à moi, parfois difficile d'en comprendre la raison, ce qui témoigne que les membres ont une vision plutôt large du conflit d'intérêts qui s'étend aux intérêts de leurs proches, de leur famille, de leurs amis. Enfin, le code de déontologie précise, mais on trouve des règles un peu habituelles dans les administrations, que face aux propositions ou offres de cadeaux, l'attitude des membres doit être inspirée, je le rappelle, par la transparence et par la prudence. Les voyages sont pris en charge par le CSA. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur lorsque le membre est l'un des invités officiels d'une manifestation à laquelle il se rend. Le Conseil en est alors informé. Naturellement, le code de déontologie rappelle des obligations qui sont communes avec celles des fonctionnaires, ces fonctionnaires de toutes les fonctions publiques, telles que le respect du secret professionnel, l'obligation de discrétion, le devoir de réserve. Mais chez nous, si je puis dire, ces obligations sont particulièrement importantes dans la mesure où aujourd'hui l'information se répand très vite et où la maîtrise de l'information peut conduire à des distorsions concurrentielles entre organismes audiovisuels. Est-ce qu'on peut imaginer des améliorations ? On peut se dire qu'effectivement, il y a une ou deux choses auxquelles on peut songer. Tout d'abord, et bien que la question ne se soit jamais posée jusqu'à présent, je ne peux pas exclure qu'un jour, même si c'est très, très hypothétique, la capacité d'action du Conseil sur ce sujet puisse se heurter à sa capacité de contrôle quant aux intérêts qu'un membre pourrait détenir dans une entreprise audiovisuelle. Encore une fois, la question ne s'est jamais posée, on ne peut pas exclure qu'elle se pose un jour. Deuxièmement, concernant la transparence, mais alors là, ça nous concerne peut-être au premier chef, il est évident que le Conseil peut améliorer la communication sur le statut de ses membres et sur les obligations déontologiques auxquelles ils sont soumis. Peu de gens savent finalement que les membres du CSA travaillent à temps plein et qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres occupations professionnelles. Il y en a même beaucoup qui sont encore persuadés que certains membres continuent d'exercer leur ancienne activité de journaliste. Alors il faut dire que dans beaucoup de pays, y compris des pays très démocratiques, les membres du collège sont des professionnels actifs qui siègent à temps partiel, y compris dans la Belgique toute voisine. Et je veux dire qu'à mes yeux, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut encourager, bien au contraire, parce que le fait que les membres aient une activité professionnelle parallèle, qui est d'ailleurs parfois même à l'origine de leur désignation, peut créer une moindre indépendance dans les décisions à prendre.
Voilà pour les membres du Conseil. Alors maintenant, en ce qui concerne d'une part les agents du Conseil et d'autre part les personnalités que le Conseil nomme. Alors les agents du Conseil, ils sont comme les membres du Collège, ils sont soumis à de nombreuses règles. Face à l'accroissement des missions et des attributions du CSA, eh bien, ces agents apportent de plus en plus souvent leur concours à des décisions essentielles de nature économique qui peuvent être des décisions très structurantes pour l'avenir des entreprises. Et ces agents sont de ce fait fréquemment dépositaires d'informations sensibles. Et c'est pourquoi le Conseil a décidé, je le lui avais proposé, d'adopter une charte de déontologie pour ses collaborateurs. Cette charte engage l'ensemble des agents à tous les niveaux de responsabilité. Elle est destinée à les informer sur leurs devoirs, sur leurs obligations et à les protéger contre les risques auxquels ils peuvent être exposés. Elle se veut un outil de référence mis à la disposition de tous, qui comporte bien sûr un rappel des règles déontologiques de portée générale applicables aux agents, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, et d'autre part des règles dont la portée revêt un intérêt accru au Conseil, eu égard au domaine d'activité couvert par l'institution. Et ce texte s'ajoute, dans le cadre des règles de déontologie applicables au Conseil, au code de déontologie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, lorsqu'un agent du Conseil veut rejoindre le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, son cas est soumis à la commission de déontologie qui, en fonction de la position hiérarchique de l'agent et de son implication dans la surveillance ou le contrôle, pour reprendre l'expression de la loi, donne un avis qui est souvent accompagné de réserve et parfois un avis d'incompatibilité. Et il est intéressant de noter que la commission se fonde moins aujourd'hui sur ce qui constitue le cœur de l'appréciation des conflits d'intérêts, c'est-à-dire la position administrative de l'agent, pour entrer dans des considérations d'appréciation concernant l'influence réelle de l'agent ou son niveau d'information supposé. Alors je veux dire un mot aussi des personnalités que le Conseil nomme dans les conseils d'administration des entreprises du secteur audiovisuel, puisque le Conseil nomme 5 administrateurs à France Télévisions, à Radio France et à l'Institut national de l'audiovisuel. Les 2 premiers sont des sociétés, l'INA est un établissement public, industriel et commercial. Alors, au moment de la discussion de la loi sur la réforme de l'audiovisuel public, le rapporteur de la commission spéciale qui avait été constituée à l'Assemblée nationale a proposé, et ça a été retenu par la loi, de substituer à la notion de personnalité qualifiée, qui était celle qui figurait dans la loi de 86, le Conseil nomme des personnalités qualifiées, une notion qui est beaucoup plus précise de personnalité indépendante nommée en raison de leurs compétences. Donc la notion de personnalité indépendante est très importante, elle vise à interdire que les personnalités qualifiées nommées par le Conseil soient des clients ou des fournisseurs de l'entreprise publique ou bien des personnes rémunérées par l'entreprise publique. Et ce faisant, le législateur a voulu à juste titre instituer un nouveau mécanisme de prévention de conflits d'intérêts entre l'entreprise publique et les éventuels intérêts privés des personnalités désignées par le Conseil. Nous avons pris récemment une décision concernant la nomination d'une de ces personnalités qui a conduit à le faire choisir entre son appartenance au Conseil et ses activités professionnelles. J'en terminerai enfin, si vous me le permettez, Monsieur le Président, par quelques réflexions sur l'influence de ces règles pour le recrutement au Conseil. Pendant longtemps, les membres professionnels du Conseil, je parle des membres du Collège, étaient des personnalités du monde de l'audiovisuel en fin de carrière, si je peux employer cette expression sans être déplaisant. En effet, l'impossibilité pour les anciens membres d'exercer leur métier pendant les 3 ans qui suivent les 6 ans de mandat au Conseil était dissuasive pour des professionnels moins âgés. Et je me félicite que des professionnels encore jeunes nous aient rejoints ces dernières années. C'est un choix courageux, il faut bien le dire, dans la mesure où ils auront une deuxième partie de carrière qui ne pourra pas du tout correspondre à la première ou à la prolongation de la première,
au moins pendant 3 ans, et ça veut donc dire quasiment définitivement. Or, le CSA, j'y insiste beaucoup, a besoin de membres professionnels qui apportent un éclairage sur ce qu'est la vie pratique de l'audiovisuel, sur la réalité de l'audiovisuel, comment on fabrique une émission, comment on établit des rapports avec les producteurs, comment est-ce qu'on monte une grille de programme. Je pourrais donner 10 exemples. Et nous avons aussi besoin, dans cette période tout spécialement, qui est la période où l'audiovisuel est tombé lui aussi dans la révolution numérique, nous avons besoin de professionnels jeunes qui connaissent et qui comprennent les bouleversements actuels de l'audiovisuel qui sont très rapides. Donc, mon souhait est que ces règles d'incompatibilité dans les 2e et 3e années qui suivent la fin du mandat soient évaluées intelligemment et peut-être qu'elles soient soumises à certaines précisions. Il faut que les membres professionnels jeunes du Conseil aient de véritables perspectives après leur mandat, notamment dans le secteur public. Leur expérience précieuse doit être utilisée au mieux. Nous ne devons pas avoir un conseil uniquement composé de fonctionnaires et de retraités de la profession. Alors nous rencontrons la même difficulté, en tout cas la même préoccupation, pardon, pas la même difficulté, le mot est excessif, avec les agents du Conseil. Tout agent du Conseil, au vu des informations qu'il peut être amené ou se procurer ou qu'il peut recevoir tout simplement, peut être considéré, alors qu'il n'est pas décisionnaire, comme relevant de la même déontologie que les membres. Cette situation peut susciter des difficultés pour le recrutement. La régulation du Conseil est devenue de plus en plus technologique et économique. Elle exige de recruter des agents qui sont compétents dans ces domaines, qui ne sont pas toujours très nombreux, et qui viennent souvent de la sphère privée. Et pour nombre d'entre eux, d'ailleurs, le passage au Conseil, c'est une étape dans leur carrière. Et c'est un sentiment qui est tout à fait légitime. Et je considère personnellement qu'il est bon pour le Conseil que la compétence de ces agents soit appréciée par le secteur public. Alors naturellement, les règles qui s'appliquent aux agents du Conseil sont connues d'eux, ils les connaissent, ils savent donc quelles sont les incompatibilités qu'ils auront à respecter dans une recherche future d'emploi. Mais je me permets de le dire, je m'interroge au vu de telles décisions individuelles rendues par la commission de déontologie, qui ne se borne pas à apprécier sur un plan fonctionnel les questions d'un conflit d'intérêts, mais qui en vient à des supputations sur le rôle réel des uns et des autres et sur l'accès à l'information, voire l'influence sur le processus de décision qu'ils pourraient avoir. D'abord, c'est quand même une petite remise en cause, en tout cas ça pourrait être interprété comme une petite remise en cause de l'indépendance du collège par rapport à son administration. Puis c'est un peu un signal négatif aussi envoyé à ceux qui voudraient rejoindre le Conseil et poursuivre ensuite une carrière dans le privé. Alors il ne s'agit évidemment pas du tout de remettre en cause les incompatibilités que les agents du CSA connaissent et acceptent, mais je crois que dans l'appréciation de celle-ci, il faut tenir compte de la réalité du fonctionnement du collège, qui n'est pas le serviteur de son administration, et il faut tenir compte de la nécessité d'avoir un recrutement permanent, ce qui, pour moi, n'est pas antinomique avec la déontologie. Pour terminer, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur l'évolution de la conception du conflit d'intérêts. Je disais tout à l'heure que nous sommes passés d'une conception fonctionnelle du conflit d'intérêts à une conception beaucoup plus personnelle. Et nous sommes peut-être en train d'entrer dans une 3e phase où, plus que la réalité même du conflit d'intérêts, ce serait l'image pouvant en être renvoyée qui prédomine. Récemment, la question s'est posée à la commission déontologique, s'est opposée à un départ d'une institution indépendante, semble-t-il, pour des questions d'image. Et j'avoue que ça m'interpelle un peu, le fait qu'on entre dans une sorte de jeu de miroir avec la sphère médiatique qui en arriverait presque à dicter les critères d'un conflit d'intérêts. Donc nous avons sûrement encore beaucoup de progrès à faire en matière de prévention, d'information et de transparence, mais si vous me permettez cette réflexion personnelle, prenons garde à une pratique qui reviendrait à tout considérer comme conflit d'intérêts pour des motivations uniquement liées à l'image. Les vraies motivations
de la lutte contre les conflits d'intérêts, c'est le service de l'État, c'est l'obligation de loyauté et d'honnêteté qui lui est attachée. Donc sachons retrouver les véritables motivations, les motivations fondamentales de la lutte contre les conflits d'intérêts et de la prévention des conflits d'intérêts. Merci. J'ai dépassé le quart d'heure, Monsieur le Président. Je vous prie de m'en excuser. Non, mais la Commission vous a écouté avec beaucoup d'attention. La première question, évidemment, qui vient à l'esprit après vous avoir entendu, c'est indépendamment de la pratique de la Commission de déontologie, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions qui mériteraient d'être modifiées, soit dans le Code pénal, à l'article 432-13, soit à l'article 87 de la loi de janvier 1993 qui institue le contrôle déontologique de passage du secteur public au secteur privé. Parce que manifestement, ce passage du secteur public au secteur privé, du CSA au secteur de la communication audiovisuelle, semble quand même susciter quelques difficultés. Oui, ce n'est pas des difficultés très nombreuses, puisque ces passages sont relativement peu nombreux. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on apprécie cette existence de risque de conflit d'intérêts. Encore une fois, pardon de me répéter, mais je pense qu'il ne faut pas trop se fonder sur le critère de l'image que donnerait l'organisme qui est abandonné par un de ses agents. Peut-être l'image de la commission de déontologie elle-même, l'image de l'organisme, surtout si c'est un organisme public qui reçoit l'agent, mais il faut avoir le plus de données objectives possible, ce qui n'interdit pas du tout que les appréciations, elles, puissent être subjectives, ce qui est inévitable dans ce genre de situation. De là à dire qu'il faille modifier les textes, très franchement, je ne le vois pas. Parce que la prise en compte de l'image ou du bon renom de l'administration, eh bien, c'est le résultat direct d'une des dispositions de la loi. Et donc, voilà, je crains un peu que la position prise dans tel ou tel cas par la commission de déontologie ne soit, sinon dictée, du moins clairement influencée par les termes de la loi. Un avis négatif doit être donné soit lorsqu'on est dans une situation de possibilité de prise d'intérêt au sens de l'article 432-13, les termes sont exactement les mêmes, soit lorsque le départ vers le secteur privé est de nature à porter atteinte au bon renom de l'administration, à des intérêts publics plus généraux. Et c'est sans doute sur ce fondement que la commission de déontologie s'est fondée. Mais ça, je ne conteste pas du tout. Hein. Oui. Dieu sait si je suis sensible aux questions de l'image des institutions publiques, et en particulier de celles que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Donc ça ne m'est pas du tout étranger. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait une acception de la notion d'image qui soit peut-être un petit peu trop forgée par des éléments relevant de la sphère médiatique elle-même. C'est ça qui me préoccuperait. Déjà, la sphère médiatique est suffisamment, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une critique, attentive aux décisions qui sont prises par les autorités publiques. Il ne faudrait pas qu'elle en vienne jusqu'à définir elle-même ce que sont les critères du conflit d'intérêts. Là, ça me chagrinerait un petit peu. J'en viens à une autre question. Il est clair que le dispositif de prévention des conflits d'intérêts au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la fois par la loi et par le Code de déontologie, est très complet. Mais qu'est-ce que vous penseriez de l'idée d'instaurer une déclaration d'intérêt, indépendamment même de ce qui existe dans la loi du 30 septembre 1986. Déclaration d'intérêt qui serait souscrite avant la prise de fonction et qui serait renouvelée chaque année. Si ça peut conduire à ce que le soupçon s'éloigne, moi je n'y vois absolument aucune espèce d'inconvénient. Je m'étais posé la question, enfin, avec mes collaborateurs, je m'étais posé la question, il y a parmi eux d'éminents membres du Conseil d'État, et nous étions arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas l'imposer par nous-mêmes et que seul le législateur le pouvait. Donc nous avons renoncé à le mettre dans nos réglementations internes. Je n'y vois pour ma part absolument aucune espèce d'inconvénient, bien au contraire. Et dans votre... Parce que, pardonnez-moi, il y a un paradoxe, effectivement, quand on est nommé à la présidence d'une entreprise publique, on doit souscrire cette déclaration, on n'a pas à la souscrire quand on est
quand on est à la tête, quand on est membre d'une institution indépendante, on doit la souscrire quand on est parlementaire. On n'a pas je pense que ça irait dans le bon sens. Oui, enfin, il y a deux aspects. Il y a la déclaration de patrimoine, effectivement, que les parlementaires doivent souscrire, que les dirigeants des entreprises publiques doivent souscrire, les ministres également, beaucoup d'élus locaux, les principaux élus locaux. Donc cette déclaration de patrimoine, effectivement, n'y sont pas assujettis, notamment les membres des collèges des autorités indépendantes. Et la question que je posais aussi, c'était une déclaration spécifique d'intérêt permettant de faire le point sur, non pas les intérêts dans le secteur audiovisuel, la presse, l'édition, les télécommunications, mais les intérêts de toute nature dont disposent les membres du CSA, les membres du collège, de telle sorte qu'ils puissent être ensuite vérifiés, qu'il n'y a pas de conflit. Ce serait une déclaration. Je n'ai pas compris la portée de la question. Je ne peux rien y voir de négatif, bien au contraire. Et si une déclaration d'intérêt était faite, évidemment, elle pourrait embrasser d'autres champs que les seuls stricts domaines qui sont ceux de la communication audiovisuelle. En revanche, une telle déclaration d'intérêt, si elle était proposée, c'est une question qui nous est posée nécessairement, est-ce qu'elle devrait couvrir les seuls intérêts propres du membre du collège, ou est-ce qu'elle devrait s'étendre à son cercle proche, qui peut être familial au sens nucléaire du terme, cas échéant peut-être des amis extrêmement proches. Quelle est votre position sur le sujet? C'est vrai que ça aurait le mérite de la cohérence. Mais je reconnais qu'il faut à ce moment-là avoir une définition relativement précise de ce que peut être ce premier cercle, si je peux employer l'expression, parce que on peut être amené à se poser beaucoup de questions pour savoir qui on y met. Deuxièmement, la réalité de ces cercles n'est pas toujours la réalité qui correspond à l'état civil, quelles que soient les personnes auxquelles on peut penser. Donc c'est très compliqué. Au à titre personnel, ça ne me gênerait absolument pas, mais je me demande si on ne va pas si le législateur ne posait pas des barrières suffisamment précises, ou en tout cas ne dictait pas des critères suffisamment précis, je ne sais pas comment le système fonctionnera. Alors les gens honnêtes en mettront naturellement toujours trop, et donc ça ne servira plus à grand-chose. D'autres seront peut-être moins rigoureux. C'est sûr que l'état civil peut être un guide, mais il n'apporte pas toutes les réponses. Non. C'est clair. Monsieur le Premier Président. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, vous avez été très clair et précis là sur les dispositions qui concernent le CSA. Quel est le degré de publicité qui est donné à un certain nombre d'engagements pris par les agents ou par les membres? Est-ce que tout ça est rendu public, est accessible au public et qui est chargé du suivi un peu et du contrôle de tout cela? C'est tout à fait public. Le code de déontologie applicable aux membres du Conseil a été publié même au journal officiel. La charte de déontologie n'a pas été publiée, mais tous les agents l'ont. Et en fait, ce qu'elle comporte ressemble beaucoup à d'autres chartes du même type qui ont été édictées à peu près au même moment, ou parfois certains ont suivi notre exemple, dans d'autres autorités administratives indépendantes. Mais ce sont des documents tout à fait publics, et j'imagine que, je ne peux pas apporter une réponse formelle, mais je suis convaincu que la charte de déontologie des collaborateurs du Conseil est également accessible sur le site internet du Conseil. Et s'il existait, comme l'a suggéré le président Sauvé, des déclarations individuelles d'intérêt pour les membres du CSA, quel degré de publicité trouvez-vous acceptable? Le degré de publicité de droit commun. Alors, qu'entendez-vous par droit commun? Celui qui s'appliquerait à l'ensemble des personnes exerçant des responsabilités équivalentes.
Et pour achever de répondre à votre première question, pardonnez-moi, ceux qui seraient chargés de vérifier cela, ce serait tout naturellement la direction juridique et la direction administrative et financière du Conseil. Mais je ne vois d'ailleurs aucun inconvénient à ce que telle personne extérieure, par exemple la Cour des comptes, participe à des vérifications de ce type. Combien y a-t-il d'agents du Conseil? Un petit peu moins de 300, dont 250 à Paris. Les autres sont affectés dans des organismes qui s'appellent encore aujourd'hui des comités techniques régionaux. Ils sont une quarantaine au total. Il y a 12 comités techniques radiophoniques en métropole, 4 outre-mer. C'est une appellation qui est un peu désuète parce qu'elle ne correspond plus à l'étendue réelle de leurs obligations. Donc on va les transformer en comités territoriaux de l'audiovisuel. Ce sont des comités qui sont présidés par un membre des juridictions administratives désignées par le vice-président du Conseil d'État et qui comprennent 4 à 8 personnes qui travaillent entre 1 et 2 jours par mois. Il y a un peu de tout. Il y a des ingénieurs ou des techniciens, il y a des experts comptables, il y a des enseignants, il y a des personnes qui s'intéressent à l'audiovisuel de toute façon. Il y a un certain nombre de retraités parmi eux, c'est vrai, mais parce que c'est parfois difficile de dégager les temps nécessaires. Donc ils sont à peu près une quarantaine. En abordant les améliorations possibles du système, vous avez parlé vous êtes interrogé sur la capacité que vous auriez de contrôler les intérêts détenus par un membre. Alors, si j'ai bien compris, actuellement, il y a une déclaration d'intérêt, puisqu'il y a un délai pour se mettre en conformité. Mais ça veut dire que ce qui est indiqué au début, à l'entrée, je reprends, déclaration sur l'honneur des obligations les concernant. Oui. Bon. C'est pas une déclaration des intérêts. Et vous avez et avant vous aviez dit s'il y a des intérêts dans les secteurs, ce sont des secteurs. Et s'il y a des intérêts, 3 mois pour se mettre en conformité. Voilà. Au préavant. Oui, donc en réalité, il n'y a aucun contrôle actuel sur la réalité des intérêts détenus dans le. Non, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de. On s'en remet finalement à la déclaration des intéressés. C'est quand même une déclaration sur l'honneur. Voilà, oui, tout à fait. Je dirais qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas de soupçon. Qui concerne 9 personnes. Voilà. Oui. Oui, c'est-à-dire que dans le dispositif actuel, dans la législation actuelle, on contrôle, ou en tout cas on met en œuvre un système de contrôle des intérêts dans le secteur audiovisuel d'une part, et dans toute une série de secteurs extérieurs à l'audiovisuel. On a vu la publicité, la presse, l'édition, les télécommunications. Les télécommunications. Voilà. D'accord. Et quand on parle de déclaration d'intérêt pour les agents publics, on envisage une déclaration de la totalité des intérêts dans tous les domaines. Voilà. De telle sorte qu'on puisse vérifier ex post qu'il n'y a pas, le cas échéant, de conflit ou en tout cas de risque d'interférence entre les intérêts privés et la prise de décision publique. Merci. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut revenir sur le régime d'incompatibilité pour qu'on comprenne bien? Les incompatibilités sont totales en fait. Aucune activité professionnelle rémunérée, y compris des activités d'enseignement que voudraient avoir, ça n'est pas possible pour les membres du CSA. Oui, il peut faire de l'enseignement, ce qui est exceptionnel. On faisait plutôt une conférence, mais uniquement à titre bénévole. Mais c'est vrai qu'ils sont sollicités pour participer à des conférences dans des établissements d'enseignement ou autres, mais il n'y en a pas qui est d'enseignement régulier. Et c'est totalement évident. Je crois que c'est le même régime que pour le Conseil constitutionnel, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est le souvenir que j'ai. Le système du Conseil constitutionnel est plus strict encore, car il ne peut pas y avoir d'activité d'enseignement, je vais dire régulière, même non rémunérée, me semble-t-il. Enfin, c'est à vérifier. C'est à vérifier, mais bon, c'est un régime d'incompatibilité qui est extrêmement strict, et qui est en tout cas plus strict que le régime des incompatibilités qui s'applique à tous les agents publics, par exemple, qui ont l'obligation de se consacrer à leurs fonctions, mais qui ont néanmoins, j'allais dire, avec l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent, la possibilité de faire des enseignements, et des enseignements non pas à titre gratuit, mais je dirais à titre onéreux. Voire même au ministre. Voire même au ministre. Voire même, oui. Oui,
Ça semble plus sévère encore même que un mandat local, par exemple, vous êtes interdit. Oui. Aucun mandat électif. Un ministre est interdit d'exercer toute activité professionnelle. Par conséquent, un ministre ne peut pas non plus exercer d'activité d'enseignement parallèlement à l'exercice des fonctions ministérielles. Du reste, pratiquement, c'est incompatible. On n'imagine pas bien un ministre expliquer au Premier ministre qu'il ne peut pas participer à une réunion interministérielle parce qu'il a son enseignement à Sciences Po, par exemple. Vous avez donc à la fois une grande expérience de l'État et en même temps l'expérience de fonction à la tête d'autorités indépendantes, donc le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et maintenant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On voit bien que les règles, qui sont à la fois les règles d'incompatibilité et les règles déontologiques, sont sensiblement plus strictes que celles qui s'appliquent au secteur public et qui s'appliquent en règle générale aux décideurs publics. Alors, je voudrais savoir, donc, à titre personnel, ce que vous pensez du régime qui pourrait s'appliquer aux autres agents publics que ceux qui participent aux activités du CSA, c'est-à-dire les membres du collège d'une part et les collaborateurs d'autre part. C'est une question très difficile et je ne suis pas sûr du tout de pouvoir apporter une plus-value, même personnelle, à cette question. Quand on compare le régime français aux régimes étrangers, on s'aperçoit qu'il est quand même sur beaucoup de points plus souple que celui qui existe dans des pays comparables aux nôtres. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, à ma connaissance, mais je dis peut-être des bêtises, les possibilités de la réglementation de tout cela est beaucoup plus stricte qu'en France. Il n'y a d'ailleurs pas simplement aussi une question il n'y a pas qu'une question de texte, il y a aussi une question d'application de texte et d'application répressive des textes. Je n'ai pas beaucoup d'exemples présents à l'esprit, mais est-ce que les tribunaux pénaux se montrent suffisamment dissuasifs dans les quelques affaires dont ils ont été saisis pour réprimer des manquements déontologiques du type de ceux que nous évoquons ensemble? Je n'en suis pas certain. Enfin, deux exemples en tête. Il est vrai ancien, où vous pouvez se poser la question et se dire tout ça pour ça. Ce sont des exemples anciens, Monsieur le Président. D'accord. Mais est-ce que justement, compte tenu de l'expérience qui a pu être la vôtre, notamment comme directeur de cabinet d'un Premier ministre, par rapport à ces souplesses dont vous parlez, si vous comparez avec d'autres États qui peuvent nous être comparables, vous auriez des suggestions sur le régime des incompatibilités des ministres, sur ce qui peut se passer après l'exercice des fonctions, sur qu'est-ce que vous pensez par exemple de la pertinence d'une déclaration d'intérêt qui pourrait être rendue publique au début de l'exercice de fonctions. Bon, je suppose que vous avez dû être confronté à un certain nombre de situations dans vos fonctions, que peut-être vous y avez réfléchi et que vous pourriez justement alimenter notre réflexion. Là, nous sortons totalement du visuel. Totalement, c'est pour ça que j'ai fait référence à vos anciennes fonctions. Alors, je dirais que la question qui m'a toujours vraiment interpellé, mais depuis très longtemps, et en l'évoquant, je sais que je vais me faire immédiatement quantité d'ennemis, c'est la possibilité, enfin c'est la disparité qui existe dans l'accès aux fonctions électives. Alors, je parle de fonctions parlementaires notamment, où aujourd'hui les présidences d'exécutifs locaux, conseil régional, conseil général, maire ou d'une grande ville ou président d'une communauté d'agglomération, c'est le fait qu'il y a une espèce de distorsion entre les fonctionnaires et ceux qui ne sont pas fonctionnaires. La perspective de pouvoir retrouver son rang et sa fonction dans une fonction publique est évidemment un atout par rapport aux autres, aux personnes qui viennent d'autres milieux professionnels.
C'est une vieille question, elle a été abordée très souvent. Je crois que c'est en Grande-Bretagne que le système, aux États-Unis, c'est même le plus sévère, on oblige à démissionner au moment Pour se présenter à des sortir élections. Tout à à une fait. élection. Moi, ça ne me gêne pas dans l'absolu qu'un fonctionnaire soit parlementaire. Qu'il retrouve son administration après avoir été parlementaire ne me gêne pas non plus. Je suis gêné par l'aspect quand même d'un peu d'inégalité de situation entre un agent public et celui qui est profession libérale ou salarié. Vous iriez jusqu'à suggérer qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, la personne doit faire un choix. Alors là, oui. Oui. Par exemple, je ne sais pas quelle est la durée. Est-ce que c'est 2 mandats? Est-ce que c'est une durée en année? Je n'en sais rien. Mais qu'il y ait une limite, qu'il y ait une obligation de choisir au bout d'un moment, oui. Et en ce qui concerne, là, c'est effectivement l'accès des fonctionnaires aux mandats électifs, avec, pour le moment, effectivement, la possibilité d'un détachement indéfiniment renouvelable. Et donc une assurance à tout moment de revenir dans le secteur public. Mais je voudrais venir à une autre question, qui est la question d'incompatibilité des membres du gouvernement. Est-ce que vous considérez qu'il soit utile, nécessaire, pour prévenir des conflits d'intérêts entre des intérêts publics nationaux et des intérêts publics locaux ou d'autres natures, d'étendre les interdictions faites aux ministres, d'étendre les incompatibilités entre les fonctions ministérielles et d'autres fonctions, y compris des fonctions publiques locales, ou, le cas échéant même, des fonctions partisanes, des fonctions associatives. Des fonctions associatives. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout placer sur le même plan, qu'un ministre exerce des responsabilités associatives si ça ne le place pas en situation de conflit d'intérêts par rapport au département dont il a la charge, ne me paraît pas très gênant en soi. En ce qui concerne l'exercice des mandats électifs, oui, c'est une question qui est aussi une question permanente de la vie politique française. Je crois que la réponse, elle va finir par se trouver dans les transferts de compétences au profit des collectivités locales. Aujourd'hui, une charge de président du Conseil général, ce n'est plus ce qu'elle était auparavant, où on présidait une assemblée délibérante une matinée ou une après-midi par mois, et où il y avait la commission permanente, et puis on rencontrait le préfet, on allait un petit peu sur le terrain. Aujourd'hui, même dans un département qui n'est pas très peuplé, les services départementaux, c'est une véritable entreprise. Peut-on être chef d'entreprise à temps partiel? Alors certains y parviennent, mais quand cette entreprise est une entreprise qui est dédiée à l'intérêt général, on peut légitimement se poser la question. Je crois que sur ce plan, une modification de la règle du jeu ne serait peut-être pas malvenue. Je pense qu'elle est attendue par l'opinion publique. Et la situation actuelle, nous le savons bien, suscite toujours la surprise et parfois l'ironie des pays étrangers, même les pays qui nous connaissent le mieux. Très bien. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, un code d'éthique qui serait commun à l'ensemble des autorités indépendantes? Ou est-ce que c'est une idée qui paraît, compte tenu de la diversité des missions des autorités indépendantes, non pertinente? Je pense qu'il y aura de toute façon besoin d'appendices particuliers pour chaque autorité. On le voit bien dans le cas du CSA et des secteurs dans lesquels, même s'il n'en relève pas de sa compétence, il y a des précautions particulières à prendre. De mon point de vue, la distinction, ce que je veux dire est tout à fait paradoxal et incohérent contradictoire avec mon parcours personnel, mais je trouve qu'on a créé beaucoup trop d'autorités administratives indépendantes en France, que toutes celles qui étaient justifiées par le fait qu'elles intervenaient dans des domaines touchant à des libertés publiques fondamentales, c'était parfaitement justifié, que toutes celles qui ont été créées pour encadrer, gérer la disparition d'un monopole d'État, c'était justifié. Et puis il y a d'autres cas où il faut bien dire qu'on a créé des autorités administratives indépendantes parce que les ministres n'avaient plus envie d'assumer des responsabilités qui pouvaient les exposer à une impopularité qu'ils redoutaient.
ce sont ces autorités-là sur lesquelles je m'interroge. Est-ce que vous pouvez illustrer par quelques exemples? Non, Non, très mais cruel, c'est pas- mais non, mais c'est- président. non, mais parce que on peut être sensible, effectivement, à l'observation que vous faites. Il y a trop d'autorités administratives indépendantes. Et après, quand on rentre dans le vif du sujet, c'est extrêmement difficile de dire celles susceptibles d'être supprimées. Alors, si vous avez des idées, c'est intéressant d'ailleurs. Non, je m'en garderai bien, mais si déjà on pouvait ne plus en créer, ce serait un progrès essentiel. Et le deuxième point que je... Pardon. Oui, et donc le code d'éthique. Oui, donc le code d'éthique commun, je pense qu'il peut y avoir un tronc commun qui soit applicable à tout le monde, mais avec quand même probablement une différence à faire entre deux catégories d'autorités indépendantes. C'est celle qui occupe des personnes à temps complet, pour lesquelles c'est un véritable emploi au sens propre du terme, et celle qui rassemble en dehors du président et parfois d'un vice-président des gens qui ont une activité professionnelle par ailleurs. Comme je l'ai dit dans ma petite présentation, déjà sur le plan de l'indépendance, pour moi, c'est pas pareil. Il y a une vraie différence entre les deux catégories d'autorité. Donc je pense qu'il ne peut pas y avoir le même régime de contraintes pour les unes et pour les autres, celles qui sont à temps plein, si je puis dire, et celles qui sont à temps partiel. Mais dès que je dis ça, je m'aperçois de la propre insuffisance de ma réponse. Parce que ça voudrait dire qu'on accepterait a priori l'idée que quand on est dans une autorité à temps partiel, on soit soumis à des contraintes moindres que les autres. Et c'est assez choquant. Bien. Merci, Monsieur le Président.